Je me présente, je suis Jean-Marc Provence, je suis le fondateur du cabinet Digixit. Je fais juste un bref rappel sur notre cabinet de conseil. Donc, nous sommes un cabinet de conseil en mode start-up, spécialisé dans la transformation de votre entreprise. L'idée, c'est d'agir en rupture avec les cabinets conseils traditionnels. Être pluridisciplinaire là où ils interviennent en mode silo. Et puis proposer des interventions sur des périodes très courtes, à haute valeur ajoutée, là où en général le business model des cabinets de conseil, c'est plutôt une vente du plus grand nombre de jours de prestations. Donc, on vit dans un monde de plus en plus turbulent, je vais y arriver, et il faut réagir de plus en plus vite. Donc, on va vous aider à faire évoluer votre organisation dans ce sens, libérer l'engagement, les énergies existantes en légitimant le développement du collaboratif. On va aider à développer la flexibilité et l'efficacité avec des modèles que l'on sait faire fonctionner et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que vos collaborateurs adhèrent à la démarche de transformation. Bon, on va aussi mieux écouter le client, c'est important ça, en testant, intégrant des méthodes orientées, analyse des données. On va aussi explorer différents moyens de designer des produits, des services pertinents à haute valeur ajoutée. Et on va également apprendre ensemble à innover, explorer de nouveaux marchés. Donc on va étudier les opportunités que peuvent représenter pour vous les technologies du digital et vous accompagner si vous le souhaitez dans leur intégration éventuelle. En général, sur l'ensemble de nos prestations, on intervient sous 3 formats. Un format d'initiation. Et donc là, ça va en général se passer en 1 ou 2 jours pour pouvoir vous permettre d'appréhender ce que ça peut vous apporter. On a évidemment une prestation plus globale en fonction du besoin que vous allez exprimer. Et puis, on peut aussi intervenir sur des conférences de manière à vous permettre nous permettre de communiquer auprès d'une assemblée plus large sur une discipline donnée. Bon, voilà ma petite page de publicité. Donc, je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, juste un bref rappel du principe. On a, là, je crois que c'est un petit peu plus long que d'habitude. Normalement, c'est 15 minutes et 30 minutes de... Donc, on va, je pense, passer plutôt à... Tu penses que tu passes en 25 minutes 25, et puis 30 ou 35 dévolus aux questions-réponses. Voilà, les questions-réponses derrière. Donc, écoute, Bastoun, je te laisse te présenter et c'est à toi. Bonjour à tous et bienvenue en holacratie durant donc 25 minutes environ. Mon nom est Bastoun Talek. Je suis, on va dire, dans un rôle de speaker aujourd'hui. C'est un de mes 12 rôles en holacratie puisque Happy Work est constitué en cercle avec un S à cercle. Et je suis heureux de vous retrouver pour certaines d'entre vous aujourd'hui parce qu'on fait là écho à un webinaire qui a eu lieu le 8 mars dernier et on le refait avec un bis repetita de certains et puis aussi suite à des soucis de son. Donc si vous nous entendez bien, c'est parfait, Jean-Marc l'a vérifié avec vous. Aujourd'hui, je voudrais vous introduire en vous posant la question de savoir parmi vous, sur une échelle de 1 à 3, il n'y a pas de 0 en intelligence collective, sur une échelle de 1 à 3, qui a déjà entendu parler d'entreprises libérées et connaît très très bien ce principe, ça c'est 3, pour avoir lu plusieurs ouvrages sur le sujet, voire avoir été en contact avec des entreprises libérées ou avoir œuvré au sein d'une entreprise libérée, enfin des gens qui connaissent très bien ces 3, à 2, eh bien, vous avez entendu parler du concept, lu les articles, mais pas plus avant. Et puis, vous connaissez très peu ce concept d'entreprise libérée. Ça, c'est la première question. Donc, sentez-vous libre de vous exprimer là par la fenêtre texto. Et puis, je vais vous poser une deuxième question qui est presque la même, mais avec une focale sur holacratie. Holacratie étant une voie d'accès privilégiée à la libération d'entreprise, pour le dire très vite, qui, sur une échelle de 1 à 3, a été en contact avec holacratie au point de pratiquer, et ça c'est 3, une réunion de triage ou de gouvernance. Alors peut-être que tu regardes les résultats d'abord de la première question, qui défilent très vite. En grosso modo, ce que je retiens, c'est voilà, on est à 2 en général en termes de résultats. Et donc la même question quant à holacratie 3, vous êtes très en contact. 2, c'est-à-dire vous avez déjà pratiqué une réunion
de gouvernance et ou de triage, ou même vous avez séjourné dans une entreprise en holacratie, mais je pense pas parce que sinon vous ne seriez pas là. 2, vous avez lu des articles sur le sujet, voire le livre de Brian Robertson. Et 1, vous avez très peu entendu parler. Pour vous, c'est un gros mot. Et si on vous demandait de l'orthographier, là, il y a encore 5 minutes avant que vous ne voyez le mot apparaître à l'écran, vous l'auriez orthographié autrement. Dans sa version française, ça donne T-I-E à la fin. Voilà, donc sentez-vous libre de donner votre jauge sur une échelle de 1 à 3, et elle est non discriminatoire, vous vous en doutez, c'est juste pour nous aider à voir dans quelle mesure on doit s'apesantir sur certains aspects ou pas. Plutôt sur des 1, là, en l'occurrence. Ok. Bon, ben, ça tombe bien parce qu'il s'agit plutôt de donner les principaux tenants et aboutissants. Et donc, on est parti ensemble. Alors, sachant qu'il y a une version là sur cette. Oui, je sais pas. C'est trop long, d'accord. Donc, on va passer en revue rapidement l'idée qui sous-tend l'avènement de l'acratie, on va dire les souffrances, les douleurs. C'est le fait qu'on vit dans un monde VICA. VICA, c'est-à-dire, vous connaissez l'acronyme en anglais, ça donne vulnérable, c'est un U à la place du I, uncertain, complex et ambiguous. Je passe assez rapidement là-dessus parce qu'il y a de la littérature sur le sujet, mais c'est pas seulement la complexité qui nous rattrape, c'est le fait que il y a le Brexit, il y a Donald Trump en lieu et place de respectivement le fait de rester dans l'Europe et la candidature de Hillary Clinton attendue. Il y a beaucoup de signes noirs, si vous avez lu Taïeb, qui traversent le ciel prétendu serein de notre monde. La complexité, elle est évidemment omniprésente. Et on a de l'incertitude, c'est-à-dire qu'on a une information et on ne sait pas ce que, par exemple, un concurrent va sortir un produit, on le sait, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et donc on est aussi baigné d'incertitude, quand bien même on a un certain nombre d'informations. Et on a aussi de la volatilité. La volatilité, elle est liée à ce qui se passe, par exemple, sur les marchés, les trading à haute fréquence, la forte tendance à bouger de toutes parts dans les cotations en bourse, mais pas seulement dans nos activités économiques. Donc, vulnérable, incertain, complexe et ambigu, voilà notre monde d'aujourd'hui. Et c'est face à ça qu'il importe très très fortement de faire, de réinventer nos organisations, pour paraphraser Frédéric Laloux, qui a commis un ouvrage qui porte ce titre. On a mal à l'entreprise de façon générale, c'est-à-dire que le travail du futur nous indique que 60% des jobs en 2030 qui seront des blockbusters du recrutement n'existent pas aujourd'hui. Le management est truffé d'injonctions paradoxales, fais moins avec plus, fonce, mais tu n'as pas besoin de ma validation. Le management reste très très sous les feux des critiques aujourd'hui. Le manager étant entre le marteau et l'enclume, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur les limites managériales atteintes aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième douleur à l'entreprise après le travail du futur qui arrive. La troisième douleur, c'est la douleur, ou en tout cas injonction à changer, ce sont les millennials qui arrivent sur donc les générations Y, Z, appelez-les comme vous le voulez, mais les nouveaux entrants sur le marché du travail ont des attentes et des exigences qui sont tout autres que celles qu'on a connues jusqu'alors. La mortalité des entreprises, c'est le quatrième point. Je vous dirai après l'acronyme qui recouvre ce que je suis en train de vous dire, c'est l'acronyme TMS. Donc on a vu le travail, on a vu le management, on a vu les millennials, c'est le deuxième M, et il y en a un troisième qui est la mortalité, tout simplement. La mortalité des entreprises, sachez que, vous le savez peut-être déjà, on a 99% des sociétés qui meurent après 40 ans d'existence. Donc ça pose question quand même. Je vous ai promis le S des troubles musculo-squelettiques, qui est le mal du siècle de l'entreprise, le mal du 21e siècle, du début du 21e siècle. Donc le S, c'est celui de sens, un déficit de sens en 3 points, de direction, de signification et de sensitivité. Et puis on a évidemment un stress négatif qui coûte entre 1 et 3 milliards, ne serait-ce qu'en France, par an. Évaluation de l'OMS, Organisme mondial de la santé. Je vous cite qu'un seul chiffre à cet endroit, mais un stress négatif dévastateur, avec pour
signe clinique extrême, par exemple le burn-out. Donc, travail du futur, management, c'est le M, deuxième M, millennials, mortalité, troisième M, et il y a 2 S avec sens et stress négatif. Voilà pour les injonctions au changement. On en vient au sujet qui nous occupe tout de suite, c'est-à-dire à s'auto-organiser pour pallier ces changements, ces très fortes pressions exogènes. Eh bien, il y a des gens qui en avaient marre de ces non-réponses apportées jusqu'alors, à l'exception près de quelques pionniers de l'entreprise libérée, auxquels j'ai fait allusion tout au début de cette prise de parole. Il y a eu des gens, des penseurs comme MacGregor, par exemple, dès les années 50, et puis surtout des agisseurs comme Geneviève et Bill Gore, et puis d'autres encore, bien sûr, en France, plus près de nous, et dans le temps et dans l'espace, Jean-François Zobrist, qui en 1983 renverse Favy. L'exemple de Poult, 20 ans plus tard, environ 2003, emmené vers l'entreprise libérée par Vercaeren et Gilbert Collas, etc. Il y a eu beaucoup d'initiatives, mais somme toute parcellaires, atomisées, et pas toujours concluantes, parce que l'actionnariat a pu rattraper les fortes initiatives et courageuses initiatives managériales. Donc il y a un monsieur qui, voyant tout ça au début des années 2000, il s'appelle Brian Robertson, a expliqué tout simplement que, pas expliqué, mais plutôt éprouvé pendant 6 années. À partir de 2001, il crée sa société. Il était frustré de ce management et de ces plafonds de verre, de ce management qu'il a qualifié de à la papa, et de ces plafonds de verre heurtés dans sa précédente expérience de consultant, notamment dans un grand cabinet de conseil. Et donc, il dit, bah, moi, je vais dépasser tout ça, créer ma société qui s'appelle à l'époque Ternary Software, et avec son associé, Tom Tomison, il se penche très, très fortement et de façon pragmatique à l'américaine, c'est-à-dire en écartant ce qui dysfonctionnait et en ne conservant que ce qui était probant, au regard de l'autonomie donnée aux collaborateurs. Donc, il adopte les méthodes Scrum, qui étaient naissantes à l'époque, hein, on est au début des années 2000, notamment les méthodes agiles, le GTD, qui est une méthode d'efficacité personnelle, Getting Things Done, pour ceux qui veulent noter, et la sociocratie, enfin un tas les réunions debout, un tas de méthodologies pour faire en sorte que les gens soient mieux dans leur travail, prennent des initiatives, agissent comme des intrapreneurs. Et au bout de 6 ans, Brian Robertson et Tom Tomison publient un article dans le Washington Post, mars 2007, portant la mention de l'holacratie avec le premier corpus. Et seulement 3 ans plus tard, donc ça reste une affaire relativement récente au regard de l'histoire, donc en 2010, les 2 mêmes bonhommes publient la Constitution, c'est-à-dire les règles du jeu, et on en vient à la diapo suivante, on en vient aux principes structurants. Donc ça, c'était un petit peu d'histoire. Pour terminer sur l'histoire quand même, avant de rentrer dans les règles du jeu, gardez à l'esprit que holacratie, le mot holacratie vient du grec holon, qui, comme vous savez, désigne le tout, et kratos, le pouvoir, donc kratos, holacratie, mais aussi et surtout d'un mot proposé par Arthur Koestler en 1967 dans un ouvrage qui s'intitule The Ghost in the Machine, propose le mot de holarchie, et il désigne par là toute entité vivante constituée de parties conscientes d'être dans le tout, et d'un tout qui est conscient d'être constitué de parties. Notamment le corps humain. Le corps humain a des atomes qui constituent des cellules, un organe, par exemple le foie, lequel foie est complètement encapsulé dans un organe vivant où chacun est autonome mais interdépendant. Donc voilà l'étymologie du mot holacratie qui est quand même très renseignante. Et quels sont les principes structurants? Je vous en propose 3. Le premier, on l'a sous les yeux. Il est suggéré là par un visuel et par un mot-clé qui sont des locutions clés, les règles communes. Et j'ai fait allusion tout à l'heure à la Constitution. Les règles communes, elles sont déposées dans ce traité qui fait une trentaine ou une quarantaine de pages. Et donc on a des règles claires, établies, accessibles par tous. Et le premier geste du boss ou de la patronne qui entre en holacratie avec son équipe ou son organisation, c'est de ratifier cette constitution et en prenant un témoin les collaborateurs et de dire je délègue, je n'ai plus le pouvoir, je le délègue aux règles du jeu qui vont nous rassembler. Donc elles sont explicites et ça participe de la clarté qui est un des items majeurs en holacratie. L'holacratie s'applique à couper la tête à un monstre hybride dont les têtes repoussent à chaque fois qu'on en coupe une, c'est l'opacité.
Et donc, Holacracy s'attache beaucoup à la clarté. Et le premier principe structurant nous aide beaucoup de ce point de vue-là. C'est pas le seul. Donc, des règles communes, premier principe. Deuxième principe. On a le sens. On y faisait allusion tout à l'heure dans ce qui est un déficit un peu dramatique dans beaucoup d'organisations ou communautés de travail. Bon sang, mais pourquoi on se lève le matin? C'est la première vertu du sens qui est fondamentale en holacratie, clé de voûte de toute l'organisation. On parle de purpose-driven companies. Eh bien, le sens, il est à la fois mobilisateur, pourquoi on se lève le matin, et il est aussi aiguille de la boussole. Il est aiguillonnant, il est moteur, et il est aussi aiguille au sens du cap donné. C'est-à-dire que clairement, dans pas mal de réunions en holacratie, on a la question qui est posée de savoir est-ce que la décision que nous sommes en train de prendre dans notre équipe, dans notre cercle, elle crée du tort à notre cercle ou est-ce qu'elle nous tire vers le bas? Et si oui, on ne prend pas la décision, sinon évidemment on peut avancer. Et à chaque fois, le sens se rappelle à l'entreprise. Je fais juste une petite parenthèse, c'est simplement, je vois qu'il y a des gens qui ont des problèmes de son là. Donc, est-ce que Armel, je vois qu'elle a un problème de son, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que le son est bon? Juste pour éviter, comme on a déjà eu cette angoisse. Oui. Ok, bon, très bien, ça marche. Merci pour ta vigilance, Voilà, Jean-Marc. je préférais quand même m'assurer que... Voilà, c'est à toi. Je te demande pardon. On va quitter ce deuxième principe structurant non sans avoir rappelé une chose fondamentale, c'est qu'on passe d'une hiérarchie de personnes à une hiérarchie de sens. Car hiérarchie, il y a en holacratie, mais c'est une toute autre hiérarchie, c'est très structurant. Troisième principe justement structurant, et là je vais vous dérouler plusieurs diapos. Donc il y a une locution qui les rassemble toutes, c'est l'autorité, le fait que l'autorité est distribuée. Et ça s'appuie sur quoi cette autorité? La possibilité de distribuer le pouvoir. Ça s'appuie sur ce que j'appelle moi les rôles dynamiques. Sur le fait de décoller la personne, et ça c'est quelque chose d'un petit peu ténu, délicat à saisir, surtout pour des gens qui n'ont pas été en contact avec les réunions, qui n'ont pas été en contact charnellement avec holacratie, on y reviendra. Le fait que l'individu se décolle un peu comme un Bernard l'ermite de sa coquille, et vient apporter son énergie à des rôles. Et souvent, c'est pluriel, c'est pas un seul rôle. Donc, je ne suis pas directeur marketing, je ne suis pas DAF, je ne suis pas en charge des opérations, etc., etc. Je donne mon énergie aux opérations, je donne mon énergie au marketing, etc. Vous voyez la nuance qui se joue là fondamentalement. On y reviendra. Le rôle, il a tout pouvoir en holacratie. Il a tout pouvoir pour peu que, si vous avez bien entendu les deux principes structurants précédents, pour peu que le rôle ne détruise pas, ne fasse pas d'entorse ni aux règles, ni au sens. Et qu'il n'impacte pas négativement un autre rôle, ça c'est une donnée un petit peu plus subtile. Mais gardez à l'esprit qu'il a tout pouvoir. Donc on n'est plus seulement dans la délégation, de management délégatif, qui est déjà une bonne phase. On va encore plus loin, on est dans la subsidiarité dans la mesure où il n'y a plus de validation, parce que je te délègue, mais in fine, quand même, il faut que tu me fasses valider, tu es en train d'entreprendre. Non, c'est plus je te délègue d'ailleurs, c'est le rôle fait, dans toute l'étendue de son rôle. Encore une fois, pour peu qu'il respecte les règles et qu'il ne se crée pas du tort au sens de l'équipe ou de l'organisation. Voilà, donc full crédit pour le rôle. Le rôle, et là on passe à la définition multidimensionnelle du rôle pour que vous touchiez du doigt ce qu'il recouvre. Et je vous invite mentalement à faire l'exercice pour vous-même, de prendre un de vos rôles principaux, quoi ou qui que vous soyez, et puis je vous propose plutôt quoi que vous énergisiez dans votre vie professionnelle. Prenez-en un mentalement et faites l'exercice pour vous. Tiens, quel est son nom à mon rôle? Là, on a le rôle livraison. Quelles sont les actions concrètes et récurrentes à ce rôle? Qu'est-ce que vous avez fait dans les 2 semaines qui viennent de s'écouler? Qu'est-ce qu'on vous a demandé dans l'organisation? Qu'est-ce qui était attendu pour que ce rôle y prenne son plein potentiel? Eh bien, si vous répondez mentalement à ces questions, par des verbes concrets et récurrents, ça peut être très bien faire des photocopies. Hein. À un moment donné, c'est concret. Là, le rôle livraison, il doit remettre des colis en parfait état à leur destinataire. Il doit faire signer des bons de livraison, maintenir le camion en état de service. Bon, eh bien,
De la même façon, posez-vous les questions pour vous. Un webmaster, qu'est-ce qu'il ferait? Il surveillerait le trafic SEO, chargerait du contenu sur le site web, etc. Enfin, vous voyez, on peut imaginer un tas de redevabilités. Voilà, c'est de quoi le rôle est-il redevable auprès de l'organisation pour atteindre sa raison d'être. Et on revient au principe numéro 2, là, sur la gauche de cette diapo. Eh bien, la raison d'être du rôle, c'est le Graal, c'est un peu son étoile polaire, comme on entendrait dans une chanson de Jacques Brel. C'est ce vers quoi il tend pour accomplir à la fois la raison d'être de son rôle, mais pour être au service aussi plus largement de celle de l'équipe, du cercle et in extenso de l'organisation. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois grandes dimensions. La quatrième, je vais passer assez vite parce qu'elle est plus subtile, mais en un mot, c'est la propriété privée du rôle et il faut lui demander l'autorisation d'accès et c'est à la discrétion du rôle de vous la donner ou pas. En clair, là, le rôle livraison, il a les clés du camion et si vous êtes, vous par exemple, au colisage et qu'il y a une urgence client, vous lui demandez les clés, paf, parce qu'il a un domaine dessus et que c'est écrit dans l'organigramme, le nouvel organigramme holacratique, il est écrit qu'il a un domaine, donc vous lui demandez les clés du camion avant de pouvoir partir avec le camion s'il est disponible, par exemple. Voilà, c'est le domaine, c'est la propriété privée, et on lui demande l'autorisation pour y accéder. Voilà les 4 dimensions du rôle, donc j'espère que vous avez fait l'exercice mentalement, parce que c'est très aidant, et on se rend compte de quoi, et c'est l'objet de la prochaine diapo, on se rend compte souvent qu'il y a de la granularité. C'est-à-dire que souvent, un individu, comme une main a plusieurs doigts, un individu a plusieurs rôles. Chez Zappos, qui a adopté Holacracy il y a un peu plus de 3 ans maintenant, on avait l'an passé 7, on a fait une photo là en janvier l'année dernière, 7,2 rôles. Arca, qui est une société qui compte 400 personnes, Arca établie multinationalement aux États-Unis, en Italie et en France, compte 3,9 rôles, près de 4 rôles par personne, etc., etc. Bon, je vous disais que j'avais 12 rôles une douzaine de rôles chez Happy Work. Et il y a des sociétés où j'ai vu des individus énergisés jusqu'à 15 ou 16 rôles, mais avec parfois des ventilations de temps passé faibles, hein, de l'ordre de 4-5%. Voilà, donc ça met à l'aise de dire, bah voilà, j'ai plusieurs rôles, parce que s'il y en a un qui s'éteint, et on y viendra, on voit que les rôles, ils sont pas gravés dans le marbre, ils évoluent, et c'est une des beautés de Holacracy. Bah si un rôle s'éteint, bah c'est même pas mal, parce que je peux en énergiser 2 autres, ou en allumer un autre, on va voir comment. Donc un individu a souvent, donne ses compétences, son temps, son intelligence, son énergie, a souvent plusieurs rôles en Holacracy. Et comment sont-ils définis, ces rôles? Ils sont définis de façon collective, c'est-à-dire en cercle, dans des réunions de gouvernance, et on y viendra. Donc l'idée principale là, de cette diapo, c'est que le rôle, je ne le fais pas tout seul dans mon bunker de façon autocratique, il est fait de façon en intelligence collective, et donc du coup, l'appropriation des rôles, puisqu'ils ont été faits à plusieurs, est très forte. Ce n'est pas une fiche de poste qui reste au fond d'un tiroir après qu'on a été recruté par un DRH il y a de cela 2 ou 3 ans et on n'a jamais revisité sa fiche de poste. Le rôle, il est toujours présent à l'esprit, non seulement parce qu'il a été à sa genèse constitué, écrit collectivement, mais aussi parce qu'il est actualisé, updaté de façon régulière. Et on va y arriver. Donc on a fini avec les principes structurants, je vous les résume. On a d'abord des règles. Le son est-il revenu? Oui. Donc, je résume justement les règles au nombre de, les principes structurants au nombre de 3, à commencer par des règles du jeu communes, la Constitution, le sens qui est clé de voûte et qui n'est pas seulement perché en haut de l'organisation, mais qui descend dans les cercles. Et puis, on a aussi, vous l'avez vu, un sens, un purpose, une mission dans une raison d'être dans le rôle. Donc, le sens est fractal. C'est le deuxième principe structurant. Et le troisième, et pas le moindre, c'est le fait que l'autorité est distribuée. Et ça s'appuie sur le fait que les rôles deviennent dynamiques, qu'ils évoluent et qu'ils sont pluriels et multidimensionnels. Voilà pour les principes structurants. Et là, on va passer au métabolisme. C'est un autre chapitre. Hein. Premier chapitre, les principes structurants. Deuxième chapitre, la respiration, le métabolisme, ce que j'appelle le métabolisme de l'organisation. Et c'est le même mot que organisme, c'est marrant de le noter en passant. Eh bien, le premier item qui a trait à la respiration d'une organisation en holacratie, c'est la tension. Et je vous propose d'évacuer mentalement la teneur péjorative, la connotation
négative du mot tension. En holacratie, le mot tension, il est mesurable, il est défini par un delta entre ce qui est et ce qui pourrait être amélioré. C'est un différentiel de potentiel. Si vous ouvrez un bouquin de physique, c'est la définition que vous verrez. Et de façon encore plus triviale, on peut dire de la tension qu'elle elle consigne l'unité de mesure de l'énergie. Voilà. Donc, la différence entre ce qui est et ce qui pourrait être mieux. Depuis que je suis en holacratie, j'ai plein de tensions quand je vais chez des clients, des partenaires ou des tiers. Par exemple, le téléphone sonne 6 fois, je suis à l'accueil, je patiente pour mon rendez-vous, le téléphone sonne 6 fois, il y a peut-être 2 fois de trop, ça me crée une tension. Si j'étais dans l'organisation, je l'apporterais en réunion et je dirais là, il y a une tension, est-ce que le rôle accueil peut prendre la redevabilité de décrocher au bout de 4 sonneries maximum, ou sinon on met une sonnerie d'attente, une musique d'attente. Bon, voilà, j'apporterai mon delta, éventuellement avec une proposition ou pas, mais peu importe. Le premier devoir de n'importe quel rôle dans l'holacratie, c'est de savoir identifier ces tensions et de les expliciter, de les apporter en réunion, ou en tout cas de les partager au sein de son cercle. Donc c'est déterminant cette histoire de tension, c'est-à-dire de delta entre ce qui est et ce qui pourrait être amélioré. Ça peut être, j'ai une idée, je voudrais lancer tel produit, ça c'est une tension. Vous voyez en quoi c'est pas seulement négatif du tout, c'est potentiellement très positif aussi. Voilà, donc c'est important de noter ce premier item qui a trait au métabolisme. Et le deuxième, déterminant, il est très relié à celui-ci. Le deuxième, ce sont ce que j'appelle moi la trait d'union, union, la réunion. Il y en a 2 en holacratie, des réunions. Il y en a 3 véritablement, mais il y en a 2 qui sont très importantes de noter là pour vous à ce stade, puisque j'ai noté que vous étiez plutôt en phase découverte de holacratie. Donc les 2 réunions, les 2 grandes réunions, la première, on la connaît un petit peu, puisqu'on l'appelle aussi la réunion des opérations. En holacratie, on dit réunion de triage. C'est ce sur quoi je vous sondais tout à l'heure, mais c'est la même chose. Et bien dans la réunion dite des opérations, qu'est-ce qu'on fait? On agit dans son rôle. Là, en fait, on travaille dans l'organisation. Hein. C'est-à-dire que on sort avec des actions, des projets, on partage de l'info, on demande de l'info. Mais ça, on le fait après avoir traversé ensemble un cockpit, c'est-à-dire qu'on s'est synchronisé sur l'actualité du cercle. Tiens, quel est le trafic sur le site web? Quels sont les chiffres de vente? Enfin voilà, moi je facilite dans des organisations où ces items-là sont hautement variables, mais en tout cas, à chaque fois, c'est le même process. Il y a un cockpit dans lequel on partage l'actualité avec des indices qui sont consignés dans le mode opérateur de la réunion. Donc gardez à l'esprit que ça, la réunion des opérations, elle est très très liée aux méthodes agiles, hein, dont je vous disais que l'holacratie est inspirée, entre autres. Mais elle va plus loin parce qu'elle traite les tensions à la volée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre du jour dans les réunions holacratiques. Et ça, c'est une grande nouveauté. On se fait à l'idée que la bonne réunion est une réunion avec un ordre du jour. Faux. En holacratie, c'est ce qui vient de la part des gens qui arrivent dans les réunions avec leurs tensions. Mais ça suppose d'eux qu'ils soient un peu matures. Brian Robertson de plaisanter en disant finalement, holacratie, c'est l'organisation pour adultes. Bah oui, c'est ça. En tout cas, pour adultes, pour des gens qui font des efforts pour le devenir, et ils viennent en cela dans les réunions avec les choses qui les préoccupent, leurs idées, leurs innovations, enfin, le delta entre ce qui est et ce qui pourrait être mieux. Deuxième réunion, et c'est la grande nouveauté en holacratie, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, là, elle est vraiment très nouvelle, elle laisse les gens un petit peu perplexes au début, elle laisse aux collaborateurs la possibilité donc c'est sur la droite, hein, c'est la réunion en bleu, là, où il s'agit de travailler sur l'organisation. Elle laisse la possibilité aux gens, donc, et c'est ce qui les rend perplexes, de tout d'un coup designer leur rôle, de designer même l'organisation. Et ça, c'est très nouveau. C'est pas seulement qu'on organise différemment le travail, c'est qu'on design, on fait évoluer l'organisation elle-même, ou le cercle lui-même dans lequel on travaille. C'est-à-dire que là, on peut allumer ou éteindre, créer ou éradiquer les rôles. On a besoin d'un community manager. Ben oui, il n'y en a pas, ben on va peut-être allumer le rôle, créer le rôle, on lui fait ses redevabilités. Paf, c'est créé dans la réunion de gouvernance. La réunion de gouvernance, elle a lieu toutes les 6 semaines, par opposition à celle des opérations qui se tient une fois par semaine. 1 heure dure la réunion des opérations et il n'y a pas de durée, comment dirais-je, écrite pour la gouvernance, mais l'expérience montre qu'elle dure à 1h30, 2 heures, selon le nombre de personnes dans un cercle. Donc là, vous avez vu qu'on définit les rôles. Voilà ces 2 grandes réunions. Et une grande idée, là vous le notez peut-être en même temps que vous nous écoutez, qu'il y a déjà une séparation entre
le travail, on va dire quotidien ou hebdomadaire, le travail courant de l'organisation d'une part, et le qui fait quoi. Et souvent dans les réunions, les deux s'entremêlent et créent une sorte de confusion terrible, avec du temps perdu. Mais c'est pas toi qui m'avais dit que tu faisais ça, mais non, c'est pas clair. Et une des grandes idées de l'holacratie, c'est de séparer, comme l'huile et le vinaigre pour faire une bonne vinaigrette. On a deux corps séparés au départ. Et ça, c'est très intelligent du point de vue des concepteurs de ce protocole. Voilà, donc on est en évolution. Et on va se rapprocher de la conclusion. On est donc en évolution perpétuelle, pour la raison qu'on vient de dire, c'est que la réunion dite de gouvernance ou de l'organisation, elle permet à l'organisation de s'arrondir, d'évoluer, de créer des rôles, d'épouser en fait la complexité. C'est-à-dire ce qui se passe sur le marché. Marketing revient avec une tension, il dit là, il faut innover, lancer ce produit ou retirer ce produit parce qu'il n'est pas performant. Paf, il y a une action qui est prise avec beaucoup de réactivité, voire proactivité. Donc voilà, quand je vous disais tout à l'heure, une des tendances du travail du futur consistait à dire qu'il y a 60% des jobs en 2030 qui n'existent pas aujourd'hui, qui seront des blockbusters du recrutement. Hein. Qui avait entendu parler de data scientist ou open innovator en 2005 c'est des métiers où il y en a beaucoup d'autres, community manager, qui n'existaient pas il y a encore 10-12 ans. Et bien, de la même façon, on a beaucoup de jobs qui naîtront là dans les 10-15 ans qui viennent, et Holacracy est parfaitement équipé pour répondre à ça avec beaucoup d'acuité et de rapidité. Quelques retours d'expérience. On a donc fini avec le métabolisme, tension et réunion très nouvelle. Quelques retours d'expérience qu'on a pu conduire avec Happy Work, et le premier d'entre eux, c'est le passage à l'échelle, parce que c'est la plus grosse communauté de pratique en holacratie véritablement en France, portée par Engie, cette expérience à l'échelle. Donc 500 praticiens aujourd'hui, c'est-à-dire 500 managers, collaborateurs de Engie viennent régulièrement aux réunions d'holacratie. Depuis 2006. Comment ça s'est passé? Fin 2015, le monsieur que vous avez sur la gauche de l'écran s'appelle Claude Filoche, dit moi j'en peux plus, le management là avec les reporting dans tous les sens, les injonctions paradoxales, manigancer auprès du N+2 pour faire valoir une initiative que le N+1 n'entend pas, être transformé en bureau des pleurs, j'en peux plus. Il se tourne vers Holacracy, il sonde les gens autour de lui, il sensibilise, nous on participe à ça avec des ateliers de sensibilisation, et au bout d'un certain temps, il demande à ses managers, il propose une réunion aux managers. Il y a 600 personnes qui sont concernées dans sa division. Et donc, il y a à peu près 25 managers qui viennent à la première réunion, et parmi lesquels 8 lèvent la main à la question posée de savoir, voulez-vous vous lancer dans un cercle? Voulez-vous lancer un cercle en holacratie? 8 managers partent, donc à peu près 72 personnes à l'époque. On est en janvier 2016, et déjà 6 mois plus tard, ils constatent deux choses. Le temps de réponse aux clients a été divisé par 2, donc une réactivité qui est fortement augmentée. Et 2, ils font du trading d'énergie dans cette division. Et 2, l'absentéisme s'est écroulé et les gens sont bien plus engagés dans l'activité. Donc c'est probant. Et puis surtout, de 72 personnes au départ, on est maintenant à 500 2 ans plus tard. Donc c'est à la fois une jolie croissance, mais en même temps très organique, très progressive, mais profonde. Deuxième expérience conduite par nos soins auprès de Sodexo avec le DRH, qui, alors là c'est plus récent, au tournant du printemps, début d'été dernier, a lancé un cercle au sein de la DRH France, donc un grand cercle de plus de 15 personnes. Et parmi les gens qui venaient dans ce cercle DRH, il y avait des managers d'équipes de 6 à 12 personnes. Et 3 d'entre eux ont lancé des cercles à l'automne, convaincus des méthodes, bluffés par l'efficacité des réunions en holacratie. Et un exemple tout simple à cet endroit, une réunion de triage dont je me souviens d'octobre où 19 points ont été traités en 1h30 parce que c'est un grand cercle au lieu d'1 heure quand on a un cercle de 10 personnes. Bref, 19 points qui ont été traités et les gens n'avaient jamais vu ça. Leur record tournait autour de 3-4 points maximum abordés en 2 heures et encore pas à fond les points. Donc beaucoup d'efficacité. Voilà pour les 2 principaux retours d'expérience. Il y en a d'autres. Là, il y a beaucoup de
logos qui montrent qu'il y a des gens qui viennent au moins s'intéresser et voire tenter des journées découvertes. Et puis, je vous propose là aussi des bénéfices attendus et avérés grâce à Holacracy qui rend l'organisation plus claire. Hein. Je parlais de la clarté tout à l'heure, donc la clarté elle est partout, elle est parce qu'il y a des règles communes, elle est parce que à chaque fois qu'on ouvre une réunion, il y a la raison d'être qui est affichée en haut à gauche de l'écran, il y a un reflet numérique en Holacracy de la vie organique. Et donc ça c'est dans les réunions, mais entre les réunions aussi, parce qu'on voit l'organisation, on la consulte. Voilà. Donc beaucoup de clarté à plein d'endroits, on sait qui fait quoi, parce que les rôles ils sont lisibles. Et ça c'est une grande première aussi dans l'histoire du management depuis 120 ans. Elle est adaptable, on l'a dit, l'organisation évolue, elle est efficace à l'avenant des réunions. Et puis évidemment, elle met les gens en autonomie. Donc ça c'est un grand ressort. Et si vous avez lu un peu de littérature sur l'entreprise libérée, vous savez que l'autonomie, c'est la cheville ouvrière de l'engagement et de la motivation des gens, avec les compétences, la montée en compétences. C'est les deux items qui font qu'on est plus engagé, autonomie et compétences. Alors, voilà pour les bénéfices. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous vous posez la question de votre prochain pas en Holacracy? Ça se passe éventuellement tout en haut. Si vous voulez en savoir plus, on fait des interventions un petit peu plus profondes. On propose notamment un Holacracy Tour en 60 voire 90 minutes, qui est plus interactif que ne peut le permettre un webinar. Mais vous pouvez aussi sauter à la case découverte directement. On propose un atelier, donc vous vous adressez à Digixit qui vous renseignera sur la question, mais on propose un atelier dès le 14 juin de cette année. Qui dure toute la journée. Et là, vraiment, Einstein dit la véritable source de la connaissance, c'est l'expérience, c'est pas l'information. Moi, je vous donne de l'information là aujourd'hui, mais vraiment, si vous voulez connaître le sujet, faut venir l'expérimenter. Et ça se passe le 14 juin, par exemple. Mais il y en a d'autres, on peut le faire aussi en intra. Idéalement, c'est 2 journées, parce que la nuit vient permettre d'engrammer mieux l'information. Hein. C'est 3 fois pour un enfant et au moins 1 fois et demie pour un adulte. Le fait d'avoir une information la veille et puis de la réactiver le lendemain, on engramme très très fort la connaissance. Donc si vous avez le luxe de faire 2 journées avec nous, mais ça se fait en intra dans une entreprise. Donc pour une bonne dynamique de groupe avec un minimum de 6 personnes. On est ensuite en phase d'amorcer, donc c'est la case numéro 3 à gauche de votre écran. Et l'amorçage, c'est par exemple un cercle pilote. Donc je vous ai parlé d'Engie ou même de Sodexo, mais ça peut se faire aussi dans des PME. On a un cercle, 2 ou 3 qui démarrent et les autres qui restent à quai. En observateur, et si les cercles, les amorçages sont conclusifs, on passe à la phase 4, qui est la phase adoption, qui consiste à emmener l'organisation ou toute une division ou un département, ça dépend à quelle échelle on se place. Mais là, vraiment, on est dans l'adoption pleine et entière de Holacracy, avec l'adoption des règles, etc., une mise en place plus profonde. Et là, tous les témoins disent, ça crée dans l'esprit des gens au bout d'un certain temps, et si vous posez la question du temps qu'il faut là pour opérer le changement, parce que c'est un changement de type 2, pas un changement de type 1, pour ceux qui sont en affinité avec le changement, grosso modo, si vous ne l'êtes pas en affinité avec cette typologie de changement, on change radicalement, vraiment à la racine, on change l'operating system, voilà. Et donc ça c'est 12 mois. Donc adopter Holacracy, on part en expédition, on part un peu en haute montagne, pendant à peu près 1 année, enfin 6 mois à minima jusqu'à 1 année. Pour adopter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% de la population concernée, enfin 51% de la population concernée a adopté la pratique. Voilà. Ok. Écoute, là on a un peu abusé de notre temps, hein. Et donc je voudrais, alors simplement, je reste sur ce slide quand même. Hein, c'est l'idée, c'est simplement bien de comprendre que bon nombre de personnes nous posent chaque fois la question de comment je peux arriver à convaincre mon entourage, mon management, la direction de l'entreprise de partir vers des solutions comme celle-ci. Donc un petit peu comme toutes les propositions qu'on fait au sein de Digixit, l'idée c'est de pouvoir y aller de façon progressive. Hein, donc on peut y aller vraiment sur un espace-temps qui est quelques dizaines de minutes. Et là c'est une bonne façon quelque part de pouvoir mettre juste pressentir ce que ça peut leur dire, donc c'est la sensibilisation, puis après on va tout doucement aller de plus en plus en profondeur jusqu'à aller effectivement dans une action complète. Mais ce qui est important, si cette question vous la posez, c'est vraiment de ne pas hésiter à proposer auprès des gens que vous souhaitez convaincre des approches
à petite touche, parce que quelque part, c'est une démarche, c'est un vrai. Et cette démarche, il faut l'accompagner, quoi. Donc, on ne va pas du jour au lendemain basculer nécessairement en holacratie. Deuxième point que je voudrais également ajouter, et vous allez ensuite pouvoir poser vos questions, c'est de dire que l'holacratie, l'avantage de l'holacratie, c'est quelque chose qui peut être d'abord un cercle. Donc, un cercle, en général, c'est une dizaine de personnes. Et donc, on peut avancer de façon très progressive dans l'entreprise, de manière à pouvoir comprendre ce que ça veut dire, en mesurer les avantages. Et puis dernier point, je pense que ça, tu me l'as déjà dit et je ne fais que le répéter, il y a une vraie volonté autour de l'holacratie pour que l'entreprise devienne autonome. C'est-à-dire que je te laisse terminer sur cette autonomie, mais le sujet, c'est bien que l'entreprise devienne totalement autonome et qu'à un moment donné, vous, en tant que coach, vous disparaissiez et que vous soyez que là, éventuellement, pour des points de reprise, pour s'assurer que c'est bien on reste bien dans la bonne direction, mais a priori, l'autonomie est complète. Bonne conclusion. Ce que vient de dire Jean-Marc est déterminant. L'autonomie, en grec, comme vous savez, c'est qui écrit ses propres lois. Et de ce point de vue-là, comme l'organisation, elle écrit elle-même ses règles, ses rôles, le qui fait quoi, etc., elle est définitivement autonome. C'est-à-dire qu'elle est perpétuellement changeante. Donc, finalement, on quitte le monde de la conduite du changement, où on vient avec des conseils en mode consulting et on vient opérer le changement de façon un petit par trop exogène, on vient l'engrammer, l'inoculer dans l'organisation elle-même qui du coup est équipée pour changer par elle-même. Ok, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses. Donc, vous avez la parole. Vous avez plus exactement le clavier, puisque le principe, c'est ça se fait pour éviter des perturbations au niveau du son. Tout se fait par chat. Alors, toutes les questions sont bonnes, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. On est là à votre disposition pour y répondre. Donc, et on marque le silence un petit peu. Ça apporte du repos. Alors, on voit que les claviers commencent à se démener. On va attendre un petit peu la première question. En tout cas, je peux reprendre. J'insiste beaucoup sur cette phase de comment convaincre. Ça, c'est un point très important. Et alors, effectivement, c'est une bonne question. Combien ont adopté, combien d'entreprises ont adopté en France? Merci pour cette question. Super. Alors, dans le monde, 0,001% des organisations auraient adopté, et là, c'est une statistique début 2017, c'est-à-dire un peu plus de 1000. Et le pari de Brian Anderson, c'est de dire 1% en 2020. Bon, au-dessus des radars, parce que c'est peu lisible, on estime à une centaine, un peu plus d'une centaine d'organisations, il y a des TPE dedans, même des associations, qui ont adopté holacratie, ou des principes holacratiques. Donc ça reste un nombre restreint, mais avec des learnings, des retours d'expérience plus qu'encourageants. Là, je vous en ai donné deux, notamment chez Engie et Sodexo, mais il y en a d'autres, où on voit déjà une meilleure capacité à épouser les changements, puis surtout des résultats sur des KPI très simples, comme améliorer le temps de réponse client, écoulement de l'absentéisme, capacité à apporter des idées sur l'item innovation. Holacratie est aussi déjà très, très puissant. Voilà, donc en France, des expériences chez Decathlon, avec un très fort item sur l'innovation, Decathlon Village, c'est constitué en cercle, donc quelques dizaines de personnes. Le département finance de Danone est en train d'expérimenter depuis un peu plus de 2 ans. Scarabée Biocop, un retail, enfin un distributeur de produits bio, comme vous savez, à Rennes, ils étaient 110 quand ils ont adopté holacratie en 2014 et ils sont 230 maintenant. Ok, je crois que d'autres questions arrivent. Donc oui, alors juste, on voulait, il y a quelqu'un qui demandait, là ça a disparu, et là ça commence à aller assez vite dans les questions. C'est, alors attends, je vais voir si on peut agrandir.
Normalement, ça doit être pile. Voilà. Sur la motivation. Oui, voilà, je te laisse répondre. Je pense que c'est. Ok. Sur la question de la motivation, de l'intéressement, des carottes, des incentives, etc., Holacracy ne dit rien. Dans la constitution de Holacracy, il n'y a pas comment motiver les gens, en fait. On est vraiment une couche inférieure. C'est-à-dire qu'on change le système de sorte à ce que les gens s'entendent eux-mêmes et puissent décider, par exemple, de leur mode de rémunération si le sujet affleure dans le cercle incentive, s'il y a un cercle incentive ou le cercle évaluation ou rétribution, ou même tout simplement le cercle relation RH qui pourrait encore exister en holacratie. Donc, si vous voulez, on crée des conditions de jeu. C'est comme le règlement de foot de la FIFA. Enfin, personne l'a lu, mais beaucoup de gens jouent au foot sans avoir lu le règlement. Là, c'est pareil. On crée des conditions de jeu et ça augure ni de la qualité du jeu, ni du salaire des joueurs. En fait, ce qui me paraît important, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu entendre des gens qui l'ont utilisé, puisque du coup, DGCIT a choisi l'holacratie comme étant une méthode la plus pertinente dans le domaine des entreprises libérées au sens très large du terme. Je sais que là-dessus, on peut avoir des débats. Mais simplement, ce que je retiens, c'est des témoignages des personnes qui, par exemple, d'anciens managers, puisque là, on va parler de motivation, puis il y a toujours une question sous-jacente qui est de dire, mais fondamentalement, le management disparaît, puisque tout passe à travers les rôles, et quelque part, le manager, il devient quoi? Et ce qui m'a très surpris, c'est de voir que les managers, au bout du compte, apprécient ce nouveau mode de fonctionnement parce qu'ils se retrouvent dans une zone de confort beaucoup plus importante. C'est-à-dire que si j'ai un rôle, au bout du compte, c'est un rôle, un, que j'ai envie de prendre, deux, que je connais bien, et donc ça me met dans un confort réel. Et donc la motivation, je pense que on peut parler de motivation financière, etc., mais il y a un vrai sujet de fond, quoi. C'est déjà le bien-être et le sentiment de participer de façon entière à une organisation. Et nous, on considère que déjà, si les personnes sont ça, quoi, si chaque matin on se lève et on peut se regarder dans le miroir et on est content de partir au travail, c'est déjà une motivation absolument extraordinaire. Après, le sujet du salaire en est un, mais c'est quelque part le sujet qui sera pris par l'organisation elle-même. Je crois qu'il y a d'autres questions. Oui, les facteurs clés de succès. Et quels sont les facteurs clés de succès pour ce changement, pour ce type de changement? Alors, ce qui est intéressant, c'est de commencer par la deuxième question. Y a-t-il des cas d'échec? Et puis après, on peut donner. Oui. Dans l'entreprise libérée, j'y faisais allusion tout à l'heure avec une désolidarisation de l'actionnariat, et je pense à un biscuitier qu'on peut citer qui s'appelle Poult, P-O-U-L-T, par exemple, où on atteint les limites de l'entreprise, du principe de l'entreprise libérée parce qu'il y a un blanc-seing de l'actionnaire qui n'est plus donné au manager. Et ben c'est un peu pareil en holacratie en fait. Et je boucle avec le premier facteur clé de succès, c'est la détermination des boss, des patrons, avec l'assentiment de l'actionnaire. Alors, parfois, ce sont les mêmes dans le cas d'une entreprise familiale notamment, mais pas toujours. Et donc, il faut l'assentiment de l'actionnaire ou de la hiérarchie. Je vous ai parlé de Claude Kiloche chez Engie, qui avait un supérieur. Il avait des comptes à rendre et il avait besoin de l'assentiment, pas forcément de la conviction profonde, mais au moins je te laisse expérimenter à l'échelle pendant au moins une année. C'est cet assentiment qui est déterminant. Voilà, ça c'est le premier facteur clé de succès. Le deuxième, c'est le fait de s'inscrire dans la durée. C'est pas une expérience à la petite semaine ou même au trimestre. C'est à minima 6 mois et 1 an dans le cadre d'une adoption pour transformer, c'est-à-dire faire en sorte que 51% de la population au moins viennent avec la banane aux réunions de triage et de gouvernance. Voilà, c'est ça l'item. Nous, c'est notre promesse chez Happy Work, c'est de conduire le changement avec cet instrument de mesure. Et puis troisièmement, donc s'inscrire dans la durée, et troisièmement, pratiquer encore. Je vous parlais d'expérience tout à l'heure, c'est déterminant pour faire du vélo, faut monter sur la selle, quoi. Voilà. Petit à petit, on enlève les roulettes. Donc ça, c'est la pratique et nous, on est là pour ça, pour tutorer la pratique au départ, de sorte à ce que ça soit le moins casse-gueule possible et ensuite lâcher la selle et on est en autonomie. Donc, c'est les 3 facteurs clés de succès. Alors, Philippe, simplement sur la question du salaire, je pense que je l'ai abordé, je pense que c'est un peu
effectivement, nous sommes dans une société d'argent et que c'est nécessaire, mais je pense que il faut vraiment s'intéresser à cette notion de motivation. Puis après, à partir du moment où on travaille avec des gens qui sont solidaires, motivés, dans la transparence, c'est souvent des sujets qui passent rapidement. Il y a une question ensuite de Fabrice. C'est une démarche proactive, mais comment sont impliquées les organisations syndicales et les IRP? Ça, c'est une bonne question. Oui, pour ça, il faudrait que vous puissiez dessiner, si par devers vous avez une feuille de papier, Mickey, les oreilles de Mickey, enfin la silhouette de Mickey avec 3 cercles. Dans le nez de Mickey, le cercle du bas, vous avez le travail. C'est ma façon de regarder l'organisation, en 3 sphères. Donc dans cette première sphère, vous avez la sphère du travail. Et Holacracy organise le travail, pas les gens. Le travail, les processus de travail, la façon de conduire les réunions. Parce qu'il y a un instant qui est raté dans l'organisation, c'est la réunion. C'est pour ça que je vous proposais de l'écrire avec un ré, plus loin, trait d'union, union. Il s'agit de réparer les réunions. C'est vraiment des instants ratés où le boss ou celui qui a organisé ou celle qui a organisé la réunion monopolise 60% du temps de parole pendant que les autres caressent le téléphone portable. On ne parle pas des vrais sujets, on ne va pas au fond des choses, etc. Donc ça, c'est organiser le travail, c'est l'affaire de Holacracy. Il y a une deuxième sphère à gauche, qui est celle du légal, et ça va un petit peu répondre aux questions qui ont été posées sur l'argent, avec 2 items principaux, il y en a d'autres, mais de façon très schématique, le contrat de travail et le lien de subordination inhérent à ça, les normes CHSCT, etc. Premièrement, ça on est dans la sphère du légal, et deuxièmement, le partage de la valeur, parce qu'on veut bien partager les valeurs, mais quid du partage de la valeur? Et là on est aussi dans le légal, l'écriture actionnariale de la société, qui détient les parts, etc. Et ça, c'est pas encore l'affaire de Holacracy. Holacracy s'occupe pas de ça, c'est pas possible de tout embrasser. C'est une autre sphère sur laquelle il faudra agir, c'est sûr. Mais déjà bouger les lignes sur la sphère du bas, qui est le travail, c'est déjà bien. Et puis la troisième à droite, quelle est-elle? Eh ben, c'est la sphère du tribal, des relations humaines profondes, de ce qui se passe à la machine à café ou le vendredi midi à la cafétéria, etc. La façon d'organiser le travail, la façon de faire les autres réunions que les réunions holacratiques, parce que les réunions holacratiques, c'est que 4% du temps passé au total. Donc il reste 96% pour bosser, aller voir les clients, etc. La culture de l'entreprise. Donc ça, c'est les relations humaines profondes, c'est la sphère du tribal. Et ça veut dire travailler aussi en développement personnel, dans les relations, dans les façons d'interagir, analyse transactionnelle, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens grandissent, se connaissent mieux? Parce que qu'est-ce qu'une équipe performante? À mon sens, il faut 2 choses. Il faut que les gens se connaissent bien eux-mêmes, premièrement, et deuxièmement, il faut que les gens se connaissent bien entre eux. Voilà, donc vous avez ces 3 sphères en tête. Holacracy a l'humilité de reconnaître qu'on opère que, je mets des guillemets à que, uniquement, sur la sphère du bas, la sphère des relations, du travail. Alors, Philippe, pour revenir, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de frustration par rapport à ce sujet de la rémunération. D'une part, on n'est pas sur une théologie, parce qu'on a aujourd'hui des applications extrêmement concrètes. Donc, je ne sais pas si le mot théologie est le bon, mais on est aujourd'hui dans un modèle opérationnel qui fonctionne. Ça, c'est une première chose. Le deuxième point, quand même, sur le fait que ça favorise des patrons et leurs intérêts. Fondamentalement, on sait que le début de l'holacratie, c'est quand même le lâcher prise de la part du patron. Moi, j'en ai entendu parler, je reprends dans les témoignages, parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un d'externe qui réagit face à ton expertise. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est de découvrir que les personnes disent, bah oui, au départ, c'est quand même, il y a un lâcher prise, il va falloir lâcher la chose, parce qu'il y a un moment donné où tout à coup, je ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire, l'entreprise va partir dans une direction qui n'est pas celle que j'aurais nécessairement choisie. Et par contre, je vais en avoir des bénéfices, mais qui ne sont pas nécessairement des bénéfices d'entreprise au sens où on entend financier ou autre, mais c'est une entreprise qui a moins de freins, qui va aller plus vite, etc. Mais toujours dans l'intérêt quelque part de chacun. Et on n'est plus dans une logique de la faveur pour le patron et l'entreprise. Le premier geste du patron, c'est d'abdiquer. C'est-à-dire qu'il se soumet à quelque chose qui est plus fort que lui, en fait. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est concret, il ratifie et ensuite il est premier lien, mais au bout de 6 mois, il peut abandonner complètement tout rôle
de supervision et avoir que des rôles, aller voir les clients, créer de l'innovation, développer des produits si c'est un expert informatique. Enfin, voilà, faire du craft job, pas du bullshit job comme dirait David Graeber. Donc c'est pas du tout l'apologie du patron, c'est pas non plus l'apologie du salariat. Tout ça, ça vole en éclats. On est vraiment ailleurs en fait. Une réponse très concrète, moi j'ai vu dernièrement dans une réunion une jeune femme de 30 ans venir toute rouge et tout parce qu'elle a mis au point lors d'une réunion de gouvernance une politique R&D complètement renversante et son ex-boss de 22 ans, son aîné, avait littéralement les larmes aux yeux en clôture de réunion parce qu'il y a des tours de clôture en holacratie en disant mais voilà même pas j'aurais imaginé une telle politique. Je suis bluffé, très heureuse de ce que notre entreprise mette au point une telle innovation, enfin une telle politique entre nous. Voilà, c'était simple, c'était beau, on était très loin de l'incantation, c'était concret. Hein. Je peux vous dire des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Donc c'est pas du tout une déclaration d'intention, c'est vraiment un mode opératoire concret pour les réunions du lundi matin ou du mardi. Enfin voilà. Et le changement il s'opère comme ça. Un livre à lire sur l'holacratie. Alors, tout à l'heure, je vous ai sondé sur l'entreprise libérée, donc peut-être avant même d'aborder holacratie, si vous l'avez pas lu, c'est à mon sens fondamental, c'est Frédéric Laloux, avec le fait de réinventer l'organisation, et c'est une réponse aussi à des questions qui ont été posées autour de l'argent, qu'est-ce que devient la motivation, etc. Il y a beaucoup de réponses portées dans cet ouvrage, et puis même sur la dernière portant sur l'apologie des patrons. Donc Laloux était déjà un bon élément de réponse selon moi, et puis tout simplement le livre de Brian Robertson, Révolution holacratie, aux éditions Stéphane Leduc, l'excellent Stéphane Leduc, que vous apprécierez sûrement. Il y a même une bande dessinée qu'on peut télécharger online sur le sujet. Si vous tapez bande dessinée holacratie, vous la trouverez très facilement. Voilà, au moins dans l'ordre, ces trois ouvrages et puis beaucoup de littérature. Là, pareil, si vous voulez des biscuits à ce sujet, vous envoyez un mail à Digixit et on vous répondra. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va arriver bientôt à la fin, puisqu'on va essayer de terminer à l'heure pour respecter l'agenda de tout le monde. Hein. Bon, en conclusion, moi, ce que je veux vraiment dire en tant que Digixit, hein, parce que la raison pour laquelle on veut travailler avec cette équipe, hein, c'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est alors, je terminerai après pour répondre à cette question, mais simplement, faut retenir que c'est quelque chose de très opérationnel. Hein, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas croire que c'est quelque chose qui sort comme ça, une théorie vaseuse pour des gens illuminés. C'est quelque chose d'extrêmement concret, et c'est la raison pour laquelle on l'a retenu, parce que en fait, c'est une méthode avec des règles très précises qui doivent être enseignées, puis ensuite pratiquées, et qui ont donné leurs preuves, hein, c'est-à-dire qu'on est véritablement dans quelque chose de très opérationnel, et qui permettent des gains conséquents. Vous verrez dans le livre de Laloux, hein, les gains des entreprises qui basculent dans des modèles d'entreprises libérées, c'est quand même des gains de l'ordre de 20 à 30% par rapport à ce que était l'entreprise auparavant. Il y a le premier transporteur de tomates des États-Unis qui depuis de nombreuses années applique les règles de l'entreprise libérée, qui aujourd'hui continue une progression absolument vertigineuse. Donc on est sur une méthode précise qui a fait ses preuves, puisqu'aujourd'hui il y a plusieurs centaines d'entreprises qui ont vécu ça. En France, je parle au niveau mondial, hein, puisque la méthode c'est la même pour quel que soit l'endroit où on se trouve. Ça c'est une première chose. Le point qui est important, c'est qu'on peut y aller progressivement, c'est-à-dire qu'il y a d'une part, vous avez vu, il y a différentes propositions qu'on peut vous faire qui sont de véritablement pouvoir faire quelque chose en 90 minutes. Ensuite, on peut intervenir soit sur 2 demi-journées ou 2 journées séparées par une nuit, puisque le principe, c'est que on arrive pendant la nuit à empiler un petit peu, ou dépiler plus exactement ce qu'on a pu apprendre lors de la première session. Jusqu'à aller ensuite dans des modèles encore progressifs, puisque je crée juste un cercle, hein, donc c'est 10 personnes dans l'entreprise qui vivent une aventure particulière et qui vont permettre de démontrer ou pas que effectivement il y a un gain conséquent, et ça sera à chacun ensuite
de donner son avis. Et puis, voilà quoi. Donc, alors, la dernière question, c'est comment se former à la mise en application. Donc ça, je te laisse répondre. Oui, Jean-Marc vient de donner des éléments de réponse, donc pratiquer, avec de la sensation jusqu'à l'adoption, il y a plein d'échelons. Et puis le deuxième élément de réponse, il est lié à, je vous disais, reflet numérique d'organisation, c'est-à-dire qu'on a un logiciel qui s'appelle Glassfrog, grenouille transparente, qui existe véritablement, hein. L'animal existe, on peut voir son cœur battre par transparence, c'est extraordinaire, c'est une grenouille amazonienne, et c'est une plateforme numérique où sont consignés les résultats des réunions de triage et l'évolution de l'organisation liée aux réunions de gouvernance. Donc on voit les cercles, c'est assez beau, c'est assez joli à regarder. Ça, vous pouvez le découvrir quand on vient aux journées découvertes, puisqu'on fait vous rentrez dans une entreprise fictive et on voit concrètement les cercles, comment ça se passe, on peut zoomer dedans, enfin voilà. Donc les gens en holacratie, ils consultent cette plateforme régulièrement pour se mettre au clair sur le qui fait quoi et déclencher des actions. Donc ça, c'est hyper concret et vachement, très aidant une fois holacratie adoptée. Donc ça, c'est la plateforme qui s'appelle Glassfrog. Il y en a une autre proposée par un fabricant de logiciels français qui s'appelle, la plateforme s'appelle Hola Spirit, H-O-L-A, plus loin Spirit. La première est en freemium et elle devient payante quand on veut plus de fonctionnalités. La deuxième est immédiatement payante, elle est déjà plus complète en termes de profondeur. Voilà, puis il y a des différences sur ces deux plateformes. Il y a deux solutions numériques et elles sont nécessaires quand on veut quand même se donner toutes les chances de succès pour adopter plutôt que la gomme et le crayon ou un tableur Excel. Bon, écoutez, je propose qu'on arrête là. Merci en tout cas pour tous ces échanges. Ça, c'est vraiment une très bonne séance, hein. C'était très agréable de pouvoir comme ça débattre sur des sujets qui tiennent tous à cœur. Une fois de plus, n'hésitez pas à joindre Digixit. Moi, on peut me joindre via LinkedIn, via Jean-Marc Provent, où vous avez mes coordonnées un peu partout. Ça va être très facile de m'avoir. Mais surtout, rappelez-vous, c'est un bienfait réel. Et je veux dire, ça mange pas grand-chose, quoi. Ça va pas aller. C'est pas un gros investissement que de tester et de se faire une idée. Donc, je veux dire, aussi bien pour vous, à titre personnel, que pour votre entourage. Donc, moi, ce à quoi je vous invite, c'est vraiment de mettre un premier pied, de le vivre. On a fait différentes propositions. Vous pouvez nous appeler pour qu'on rentre un peu plus dans le détail pour que ça s'adapte bien à votre organisation. Et j'espère que on saura vous faire rentrer dans un monde meilleur. Merci pour vos mots et vos remerciements énergiques et chaleureux. Et donc à bientôt. Donc le replay sera disponible probablement dans les 24 heures. Merci, à bientôt.